Dans un monde où les apparences dictent le destin, une jeune femme apprend soudain que son avenir peut être brisé par un murmure, ou sauvé par un geste inattendu. Ce soir-là, un secret longtemps étouffé menace de surgir, prêt à bouleverser des vies soigneusement arrangées. Entre le poids des convenances et le souffle fiévreux du désir, une décision impensable se profile, capable d'ouvrir des portes interdites ou de condamner un cœur fragile à l'oubli. Restez avec nous pour découvrir cette histoire où chaque silence cache une vérité brûlante. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 abonnés. Votre soutien compte énormément. Dans les rues pavées de Lyon, sous le ciel chargé d'un crépuscule automnal de 1892, une jeune femme errait seule, son ombre s'allongeant comme un reproche sur les façades haussmanniennes. Émilie Moreau, âgée de 22 ans, n'était pas une beauté qui faisait tourner les têtes dans les salons feutrés de la bourgeoisie lyonnaise. Son visage, marqué par une cicatrice discrète sur la joue gauche, souvenir d'une chute d'enfance, et ses traits irréguliers, laissaient les regards glisser sur elle sans s'attarder. Ses cheveux châtains, tirés en un chignon sévère, encadraient des yeux verts trop grands, trop expressifs, qui trahissaient une intelligence vive mais solitaire. Vêtue d'une robe de laine grise, simple et usée aux ourlets, elle pressait le pas vers la cathédrale Saint-Jean, fuyant les murmures des commères qui la suivaient comme une malédiction. Personne ne voulait d'elle. Pas pour un bal, pas pour un thé, et encore moins pour un mariage. Les familles nobles de Lyon, ces tisserands enrichis par la soie et les banquiers aux coffres bien remplis, la voyaient comme une charge, une ombre indésirable. Sa mère, veuve depuis 10 ans, avait tout sacrifié pour l'élever dans un modeste appartement du vieux Lyon. Mais les dettes s'accumulaient comme les nuages sur la Saône. « Émilie, ma pauvre enfant !» soupirait Madame Moreau chaque soir, les mains tremblantes sur son chapelet. Le monde est cruel pour celles qui ne brillent pas. Et Émilie, avec son esprit affûté, nourri de romans volés à la bibliothèque municipale, rêvait en secret d'un destin plus grand que cette prison de regards froids. Ce soir-là, alors que les cloches sonnaient 6 heures, un événement improbable allait briser le voile de sa routine. Au détour d'une ruelle étroite, bordée de lanternes à gaz qui crépitaient dans l'air humide, elle heurta un homme. Grand, élégant, vêtu d'un frac noir taillé sur mesure et d'un chapeau melon incliné avec assurance, il portait l'odeur subtile du tabac fin et du cuir neuf. Ses yeux sombres, sous des sourcils arqués, se posèrent sur elle avec une curiosité inattendue. « Pardonnez-moi, mademoiselle, » dit-il d'une voix grave, teintée d'un accent parisien raffiné. Il s'appelait Armand de Rothschild, héritier de la célèbre dynastie bancaire en visite à Lyon pour affaires. 28 ans, veuf récent d'une union arrangée sans amour, il fuyait lui-même les chaînes invisibles de son nom. Émilie recula, le cœur battant. « Ce n'est rien, monsieur, » murmura-t-elle, baissant les yeux sur ses bottines éraflées. Mais il ne s'éloigna pas. Au contraire, il inclina la tête, comme pour percer le mystère de son regard fuyant. « Vous semblez troublé. Permettez-moi de vous offrir un fiacre pour vous raccompagner. » Elle hésita. Jamais un homme de sa stature ne lui avait adressé la parole ainsi, sans pitié ni moquerie. Dans l'ombre grandissante, alors que les passants se hâtaient vers leur dîner bourgeois, Armand ajouta « Le monde est plein de masques, mademoiselle. Le vôtre semble sincère. » Ce fut le début d'un vertige. Émilie rentra chez elle, le pouls encore accéléré, ignorant que cette rencontre fortuite allait la plonger dans un tourbillon d'intrigues familiales, de jalousie sociale et de secrets enfouis dans les salons lambrissés de Lyon. Sa mère l'attendait, les traits tirés par l'inquiétude. « Où étais-tu, ma fille ? Les rumeurs courent déjà sur ton absence aux offices. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Pour la première fois, une étincelle d'espoir, ou était-ce de la peur, illuminait son horizon gris. Mais au fond d'elle, une voix murmurait « Et si ce regard bienveillant cachait un piège plus cruel que l'indifférence ?» Les jours suivants, les invitations affluèrent, inhabituelles, murmurées.
Une veuve de la haute société, Madame Duval, cherchait une compagne pour sa nièce lors d'un bal à l'hôtel de ville. Émilie y vit une chance, un moyen de soulager les dettes familiales. Pourtant, en enfilant sa robe du dimanche, brodée de dentelles fanées, elle sentit un frisson. Le bal n'était pas qu'une danse. C'était un champ de bataille, où les alliances se nouaient et se rompaient comme des fils de soie. Parmi les lustres de cristal et les rires étouffés, Armand réapparut, son sourire énigmatique comme une promesse. « Dansez avec moi, Émilie », proposa-t-il, tendant une main gantée. Elle accepta, ignorant que ce pas l'amènerait au bord d'un abîme. Bientôt, les langues se délièrent. La laide Moreau, avec un Rothschild. Les chuchotements s'amplifièrent, portés par le vent du Rhône. Un rival, le comte Bertrand de Lafayette, un homme au visage anguleux et aux ambitions voraces, observa la scène avec un rictus. Il convoitait l'influence des Rothschild pour ses propres affaires textiles, et Émilie, cette intruse, menaçait tout. Mais pour l'heure, sous les notes du violon, Émilie sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Armand murmura à son oreille « La beauté n'est pas dans les miroirs, mais dans les âmes qui osent. » Et là, au milieu de la valse, il s'agenouilla, non pas pour une demande en mariage, mais pour ramasser un ruban tombé de sa chevelure. Ce geste anodin en apparence fit taire les murmures un instant. Émilie rougit, le cœur en tumulte. Était-ce le début d'une rédemption ou le prélude à une chute plus profonde? Le bal s'acheva dans un tourbillon de soieries et de regards envieux, mais le destin avait déjà jeté ses dés. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des intrigues de la belle époque et commentez ci-dessous de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Votre voix nous porte plus loin. Le mystère d'Émilie ne faisait que commencer. La nuit enveloppait Lyon d'un manteau de secret et le lendemain apporterait les premières ombres d'un scandale imminent. Les jours suivant le bal, Lyon s'éveilla sous un voile de brume épaisse, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Émilie Moreau rentra chez elle tard dans la nuit, le cœur encore battant au rythme des valses. Son modeste appartement, niché dans une ruelle du vieux Lyon, surplombait la Saône dont les eaux sombres clapotaient contre les quais de pierre. La lumière vacillante d'une lampe à huile illuminait les murs tapissés de papier peint fané où des motifs floraux se dérobaient aux ombres. Madame Moreau, sa mère, l'attendait près du foyer, les mains nouées sur son tablier amidonné. À 50 ans passés, veuve d'un modeste tisserand failli, elle portait encore les stigmates de la misère, des rides profondes creusées par les soucis et une robe de serge noire qui soulignait sa silhouette voûtée. « Ma fille, où as-tu passé la soirée ?» demanda-t-elle d'une voix chevrotante, les yeux plissés par l'inquiétude. Émilie ôta son manteau, sentant encore l'odeur de cire et de parfum des lustres de l'hôtel de ville. Elle hésita, les mots coincés dans sa gorge. Comment expliquer ce tourbillon? Le regard d'Armand, si inattendu, avait percé sa carapace comme un rayon de soleil à travers les nuages. « J'étais au bal de Madame Duval, mère, une invitation. Providentielle. » Madame Moreau fronça les sourcils, son chapelet cliquetant entre ses doigts. « Providentiel? Pour nous, les Moreau, ces mondanités ne sont que des pièges. Souviens-toi de ton père, il a cru aux alliances. Et regarde où cela nous a menés. Des dettes qui nous étouffent, comme la Saône en crue. » Émilie s'assit près d'elle, le feu crépitant dans l'âtre diffusant une chaleur précaire. Leur quotidien était un rituel austère, dicté par les codes rigides de la bourgeoisie lyonnaise de cette fin de siècle. Le matin, Émilie aidait à la lessive, frottant les chemises de lin dans des bassines d'eau froide, tandis que sa mère reprisait des dentelles pour les dames de la haute société. Elle vivait au rythme des cloches de la cathédrale, des marchés du quai Saint-Antoine, où les marchands criaient leur lot de soieries et de fromages. La soie, fierté de Lyon, enveloppait la ville d'un éclat trompeur. Les ateliers des canutes, ces tisserands ouvriers, grouillaient de sueur et de misère, tandis que les salons des Croix-Rousses brillaient de verres de Bordeaux et de rires fins.
Pour les Moreau, relégués au bas de l'échelle, l'étiquette était une barrière invisible. On ne saluait pas les supérieurs sans gants, on ne parlait pas sans invitation, et les femmes comme Émilie, sans dot ni beauté, restaient des ombres au fait. Pourtant, ce matin-là, une lettre arriva, cachetée d'un sceau élégant. Madame Moreau la décacheta d'une main tremblante. C'est de Madame Duval. Elle t'invite à un thé cet après-midi, chez elle, dans le quartier d'Ainay. Émilie sentit un frisson la parcourir. Ainay, le cœur bourgeois de Lyon, avec ses hôtels particuliers flanqués de jardins clos et ses calèches attelées de chevaux alezans. « Pourquoi moi, mère? Je ne suis pas une demoiselle de compagnie. » Sa mère haussa les épaules, mais ses yeux brillaient d'un espoir prudent. Peut-être que le bal a porté ses fruits. Mais méfie-toi, Émilie. Les riches aiment les curiosités, pas les unions. L'après-midi, Émilie se prépara avec soin. Elle enfila sa meilleure robe, une pièce de mousseline grise à col haut, ornée d'un caméo hérité de sa grand-mère. Un camé en ivoire représentant une fleur fanée, symbole discret de leur lignée appauvrie. Ses cheveux, relevés en un chignon bas, encadraient son visage marqué par cette cicatrice fine, vestige d'une chute dans les escaliers glissants du Rhône lors d'une inondation enfantine. Elle marcha jusqu'à Ainay, ses bottines claquant sur les pavés polis, évitant les regards des laquais en livrée qui balayaient les trottoirs. L'hôtel de Madame Duval était un bastion de l'opulence. Façade en pierre de taille, fenêtres à meneaux donnant sur un salon aux meubles d'acajou et aux tapisseries lyonnaises aux motifs de pivoine. À l'intérieur, l'air embaumait le thé de Chine et les pâtisseries aux amandes. Madame Duval, une veuve replète aux boucles poudrées et à la robe de faille violette brodée de perles, l'accueillit avec un sourire mielleux. « Chère Émilie, asseyez-vous. Ma nièce, Sophie, a tant aimé votre compagnie au bal. » Sophie, une jeune fille de 19 ans aux joues roses et aux yeux bleus, gazouilla des compliments vides. Mais Émilie perçut la tension sous-jacente. Les autres invités, des dames en crinoline légère et chapeaux ornés de plumes d'autruche, la jaugeaient d'un œil critique. « La fille Moreau, celle que personne ne voulait ?» murmura l'une d'elles, une baronne aux lèvres pincées, derrière son éventail de soie. Le thé s'étira en conversation polie sur les dernières modes parisiennes et les scandales des canutes en grève. Émilie parla peu, observant les hiérarchies. Les épouses de banquiers dominaient. Les veuves comme Madame Duval intriguaient pour des alliances, et les jeunes filles comme elle n'étaient que des pions. Puis, un domestique entra portant un plateau d'argent. Parmi les tasses, une lettre glissa adressée à Émilie. Elle l'ouvrit discrètement. « Rendez-vous ce soir au jardin des Chartreux. Un ami commun vous attend. Ah !» Son pouls s'accéléra. Armand. Était-ce une folie? Le soir venu, sous un ciel étoilé, Émilie se glissa hors de l'appartement. Le jardin des Chartreux, avec ses allées bordées de ifs taillés et ses fontaines murmurantes, était un havre interdit aux demoiselles seules. Elle y trouva Armand, adossé à un banc de pierre, son manteau sombre se fondant dans l'ombre des lanternes à gaz. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement, sa voix grave comme un violoncelle. Ils marchèrent côte à côte, évitant les patrouilles nocturnes. Il parla de son veuvage, d'une épouse choisie pour des raisons d'affaires, morte trop tôt d'une fièvre. Les Rothschild portent le poids de l'or, Émilie, mais pas de la joie. Elle osa alors partager son fardeau, les dettes, les moqueries, son rêve d'une vie au-delà des regards froids. Pour la première fois, elle se sentit vue non comme une laide, mais comme une âme. Pourtant, au loin, une silhouette les observa. Le comte Bertrand de Lafayette, tapi derrière un bosquet, son visage anguleux tordu par la jalousie. Il convoitait un partenariat avec les Rothschild pour relancer ses filatures en déclin, et cette proximité menaçait tout. Un murmure s'échappa de ses lèvres. « Cette gamine ne ruinera pas mes plans. » Émilie rentra, le cœur gonflé d'un espoir naissant, ignorant que les premiers fils d'une toile se tissaient autour d'elle. Mais le lendemain matin, un billet anonyme glissa sous la porte des Moreau. « Prenez garde aux ombres des riches, un faux pas et la chute sera fatale. »
Émilie le serra dans sa main, un frisson d'inquiétude la traversant. Quelles ténèbres approchaient. Les jours suivants, la brume lyonnaise s'épaissit, enveloppant les quais de la Saône d'un manteau froid et humide. Émilie Moreau serrait encore le billet anonyme dans sa poche, ses doigts tremblants froissant le papier jauni. Qui l'avait glissé sous la porte? Un serviteur jaloux, une commère envieuse, ou pire, un espion des salons. Elle n'osa pas en parler à sa mère de peur d'attiser les craintes déjà si vives. Au lieu de cela, elle vaqua à ses tâches quotidiennes. Balayer le seuil de l'appartement, préparer le thé noir amer que Madame Moreau affectionnait et relire en secret un volume emprunté à la bibliothèque, un roman de George Sand qui parlait de femmes bravant les conventions. Mais l'ombre du billet planait comme un corbeau sur les toits en tuiles romaines du vieux Lyon. Ce matin-là, alors que les cloches de Saint-Jean sonnaient 9 heures, un fiacre s'arrêta devant leur modeste demeure. Le cocher, en livrée grise brodée d'un monogramme discret, descendit et frappa à la porte avec le pommeau de sa cravache. Madame Moreau ouvrit, surprise, et reçut une enveloppe scellée de cire rouge ornée d'un sceau en relief, un lion couronné, emblème des Rothschild. « Pour mademoiselle Émilie », annonça l'homme d'une voix bourrue, avant de remonter sur son siège et de repartir au trot, les roues du véhicule crissant sur les pavés irréguliers. Émilie décacheta la lettre dans la pénombre de la cuisine, son cœur cognant comme un tambour lointain. L'écriture était ferme, élégante, tracée d'une plume de maître. « Chère Émilie, permettez-moi de vous inviter à une promenade au parc de la Tête d'Or demain après-midi. J'ai des nouvelles qui pourraient changer le cours de votre destinée. Avec respect, Armand de Rothschild. » Elle relut les mots, incrédule. Une promenade? Avec lui? Les demoiselles de son rang ne sortaient pas seules avec un gentleman, surtout un homme de cette envergure. Cela frisait le scandale. Un pas de travers dans les règles strictes de l'étiquette lyonnaise. Madame Moreau, apercevant son trouble, s'approcha. « Qu'est-ce donc, ma fille? Une mauvaise nouvelle ?» Émilie hésita, les joues en feu. « Une invitation, mère. De Monsieur de Rothschild. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, mélange d'effroi et d'espoir. « Rothschild? Grand Dieu, Émilie, refuse. Les alliances avec de tels noms ne sont pas pour nous. Pense aux ragots, aux portes qui se ferment pour toujours. » Pourtant, au fond d'elle, Émilie sentait une étincelle s'allumer. Refuser signifierait retourner à l'ombre, aux dettes qui rongeaient leur vie, comme la rouille les vieux ateliers des Canutes. Accepter, c'était risquer la réputation, mais peut-être ouvrir une voie vers la lumière. Toute la journée, elle lutta intérieurement, marchant de long en large dans la pièce exiguë, ses jupes de laine grise frôlant les meubles usés. Les souvenirs du bal revenaient, le regard d'Armand, si franc, contrastant avec les sourires faux des autres, et ce billet anonyme. Était-ce un avertissement lié à lui? Le soir, sous les couvertures rapiécées, elle prit sa décision. Elle irait. Pour sa mère, pour elle-même. Le lendemain, l'automne déployait ses couleurs fauves au parc de la Tête d'Or, ce poumon verdoyant de lions bordé de lacs et de cerfs exotiques. Émilie arriva à pied, son chapeau de feutre noir incliné pour masquer sa cicatrice, une ombrelle à la main pour se donner une contenance. Armand l'attendait près d'un banc de fer forgé, vêtu d'un paletot de tweed sombre et d'un pantalon rayé, une canne à pommeau d'argent entre les doigts. Il s'inclina légèrement, un sourire chaleureux adoucissant ses traits aristocratiques. « Mademoiselle Moreau, vous avez bravé les convenances. Je vous en suis reconnaissant. » Ils se mirent à marcher le long des allées bordées de châtaigniers aux feuilles roussies, l'air empli de l'odeur humide de la terre et des cris lointains des ponts en liberté. Armand alla droit au but, sa voix basse pour éviter les oreilles indiscrètes des promeneurs en redingote. « Émilie, je sais les épreuves que vous traversez. Les dettes de votre famille, les murmures cruels de la société. J'ai des relations à Paris et à Lyon qui pourraient effacer ces fardeaux. » Elle s'arrêta net, le souffle court. « Pourquoi moi, monsieur? Je ne suis rien à vos yeux, une ombre parmi les perles. » Il secoua la tête, ses yeux sombres plongeant dans les siens. « Vous êtes tout, Émilie.
Votre sincérité m'a touché, dans un monde de masques dorés. Mon oncle, le baron Alphonse, prépare un partenariat avec les filatures locales. J'ai besoin d'une alliée discrète, quelqu'un qui connaît les rouages de Lyon sans les chaînes des ambitions. En échange, je propose un arrangement, un soutien financier et une alliance formelle. Un mariage, si vous l'acceptez. Les mots la frappèrent comme un coup de vent froid. Un mariage avec un Rothschild, c'était un rêve impossible, un pont jeté sur l'abîme des classes sociales. Mais elle vit les règles du nouveau monde se dessiner. Surveillance accrue des salons, alliance familiale scrutée et le poids des attentes. C'est de la folie, murmura-t-elle, reculant d'un pas. Ma mère, la société, ils nous détruiraient. Armand posa une main légère sur son bras, un geste osé qui fit rougir son visage. Hésitez si vous voulez, mais refusez, et les dettes vous noieront. Acceptez, et nous affronterons ensemble les tempêtes. Au loin, un groupe de dames en capelines plumeuses les observa, des murmures s'élevant comme des feuilles mortes. Soudain, un obstacle surgit. Un valet en livrée s'approcha, essoufflé. « Monsieur de Rothschild, un message urgent de votre hôtel. » Armand lut le billet, son visage se durcissant. « Le comte de Lafayette a appris notre rencontre. Il répand déjà des rumeurs, que vous cherchez à piéger mon nom pour de l'or. » Émilie sentit le sol se dérober. Lafayette, ce loup aux ambitions textiles, la voyait comme une menace. Le coup social était clair, calomnie dans les journaux locaux, portes fermées au thé, et pour sa mère, l'humiliation publique. Elle hésita, le cœur déchiré. Refuser Armand, c'était la ruine assurée. Accepter, c'était plonger dans un tourbillon de vigilance et de veto. Pourtant, sous le regard implorant d'Armand, elle murmura « J'accepte, pour l'instant ». C'était la rupture, le premier pas vers un monde de soieries et de serpents. Mais en rentrant, un nouveau billet l'attendait, glissé dans sa boîte aux lettres. L'alliance Rothschild-Moreau, une imposture, Lafayette veillera. Le piège se refermait et Émilie comprit que sa décision avait altéré tout. Plus de retour en arrière, seulement l'avant-goût d'un scandale qui allait embraser Lyon. Quelles alliances brisées attendraient au prochain tournant? Quelques jours plus tard, la brume automnale s'était dissipée sur Lyon, révélant un ciel d'un bleu pâle qui contrastait avec les ombres grandissantes dans l'esprit d'Émilie. Elle avait accepté l'alliance avec Armand, mais le poids de cette décision la suivait comme une traîne invisible. Plus de retour possible à la quiétude grise de son quotidien. Désormais, elle naviguait en eau trouble, escortée par des regards curieux et des murmures étouffés. Madame Moreau, encore sous le choc, avait consenti à contre-cœur, voyant dans ce mariage une bouée pour leurs dettes écrasantes. « Prie pour que cela ne soit pas un mirage, ma fille », avait-elle murmuré en ajustant le caméo sur la robe d'Émilie, ce bijou d'ivoire fané qui symbolisait leur lignée modeste. L'épreuve vint sous la forme d'un thé mondain chez les épouses de banquiers, dans un hôtel particulier du quartier des Brotteaux. Armand avait arrangé cette sortie, un test discret pour l'introduire dans son cercle. « Ce sera une preuve, Émilie », avait-il dit la veille lors d'une brève visite chez les Moreau, sa voix basse comme un secret partagé. « Montrez-leur votre force et ils vous accepteront. » Elle avait hoché la tête, mais au fond d'elle, la peur rampait. Ces salons, avec leurs tentures de soie lyonnaise et leurs meubles cirés, étaient des arènes où les alliances se forgeaient ou se brisaient sur un mot mal placé. Émilie arriva en fiacre, vêtue d'une robe de taffetas vert olive, un cadeau impromptu d'Armand, simple, sans fanfreluche, mais taillé avec l'élégance d'un couturier parisien. Le tissu bruissait doucement contre ses jambes, un rappel constant de ce nouveau monde. Sa cicatrice, poudrée de blanc de ses ruses pour atténuer son éclat, ne parvenait pas à masquer son malaise. Le vestibule de l'hôtel embaumait la lavande et le vernis frais. Une domestique en tablier empesé l'introduit au salon, où une dizaine de dames sirotaient du thé dans des tasses de porcelaine de Limoges. Au centre trônait Madame Lefebvre, l'hôtesse. Une veuve aux cheveux grisonnants relevés en chignon élaboré, sa robe de moire bleu nuit, ornée de perles rivales, de celle des Rothschild.
Les regards se posèrent sur Émilie comme des flèches discrètes. Elle s'assit sur un fauteuil bas, les mains jointes sur ses genoux, sentant la friction des classes sociales comme un courant d'air froid. « Mademoiselle Moreau, enchantée !» dit Madame Lefebvre d'une voix mielleuse, mais ses yeux plissés derrière un lorgnon trahissaient un jugement hâtif. « On dit que vous avez captivé notre cher Armand, une prouesse pour une, fleur du vieux lion. » Les rires fusèrent, étouffés derrière des éventails de dentelle. Une jeune épouse, aux boucles blondes et à la robe de faille rose, ajouta « Les Rothschild choisissent habituellement des roses de serre, pas des pâquerettes d'équais. » Émilie sentit ses joues s'empourprer, la cicatrice picotant sous la poudre. L'humiliation était subtile, un poison lent. Pas d'insultes directes, mais des piques voilées sur son origine modeste, ses traits irréguliers, son absence de dot. Pourtant, Armand arriva peu après, escorté par deux messieurs en redingote grise. Il s'inclina devant l'assemblée, son regard trouvant immédiatement Émilie. Un micro-geste. Il effleura son épaule en s'asseyant à ses côtés. Un contact fugace, ganté de cuir fin, qui envoya une chaleur inattendue dans ses veines. « Mesdames, permettez-moi de présenter formellement ma promise, » déclara-t-il d'une voix ferme. Coupant court au murmure. La défense fut minimale, mais décisive, pas de plaidoyer emphatique, juste une main posée près de la sienne sur le guéridon, un silence partagé qui valait tous les discours. Émilie osa lever les yeux vers lui. Dans ce regard sombre, elle vit une promesse tacite, un rempart contre la tempête. C'est alors que l'objet apparut, surgit comme un présage. Une domestique posa sur la table un plateau d'argent, et parmi les macarons aux pistaches, une broche ancienne glissa. Un camée en cornaline, ciselé d'un profil antique, offert par la grand-mère d'Armand. « Pour vous, Émilie » murmura-t-il en la lui tendant, sa voix à peine audible, au-dessus du tintement des cuillères, un talisman contre les ombres. Elle le prit, les doigts tremblants, sentant le métal froid contre sa paume. Ce bijou, hérité d'une lignée juive séfarade, enrichi par le commerce de la soie, initiait un arc émotionnel, non plus un symbole de pauvreté, comme son propre caméo, mais un pont vers un passé partagé, un lien fragile contre l'isolement. Elle l'épingla à son corsage, et pour la première fois, une avancée émotionnelle se dessina. Un rosse de main en reprenant sa tasse, un regard prolongé qui fit taire, l'espace d'un instant, les comméresses. Mais les ombres veillaient. Au fond du salon, près d'une fenêtre donnant sur le jardin aux rosiers fanés, une silhouette se tenait en retrait, le comte Bertrand de Lafayette. Vêtu d'un habit noir austère, son visage anguleux marqué d'une moustache cirée, il observait la scène, un verre de madère à la main. Ses yeux, froids comme l'acier des filatures, suivaient chaque geste d'Armand et d'Émilie. Il avait appris l'alliance par ses espions, un valet soudoyé, une commère payée, et agissait déjà dans l'ombre, semant des doutes auprès des banquières. Cette union affaiblira les Rothschild, avait-il murmuré à un allié plus tôt, ourdissant une calomnie sur les dettes des Moreau, exagéré pour salir le nom d'Armand. Pour l'heure, il se contenta de hocher la tête poliment, quand Armand le salua. Mais son rictus trahissait la menace. Le thé s'acheva sur des notes aigrelettes. Émilie quitta le salon escortée par Armand, le cœur gonflé d'un mélange d'espoir et de vulnérabilité. « Vous avez tenu bon !» souffla-t-il en l'aidant à monter en fiacre, son souffle chaud contre son oreille. Un silence complice s'installa durant le trajet, ponctué seulement par le claquement des sabots sur les pavés. Mais le soir même, la conséquence sociale frappa. Un billet du journal local, Le Progrès de Lyon, glissé sous la porte des Moreau par un crieur de rue. Intrigue Rothschild. Une alliance inattendue soulève les passions. La modeste Émilie aime, vise-t-elle l'or ou le cœur? Les mots, imprimés en caractères gras, firent blêmir Madame Moreau. Les commentaires fusaient déjà dans les cafés. Une chasseuse de fortune. Émilie serra la broche contre sa poitrine, sentant le poids du scandale s'alourdir. Armand l'avait défendu, mais à quel prix?
Les portes des salons grinçaient-elles déjà prêtes à se refermer, et Lafayette, tapi dans l'ombre, préparait-il son prochain coup? Les jours suivants, une tempête inattendue s'abattit sur Lyon, transformant les quais de la Saône en un chaos de vents hurlants et de pluies battantes. Les pavés glissants du vieux Lyon résonnaient du tambourinement incessant des gouttes, et les lanternes à gaz s'éteignaient une à une, englouties par l'obscurité précoce. Émilie Moreau, encore hantée par les mots venimeux du progrès de Lyon, se hâtait vers l'hôtel particulier des Rothschild, où Armand l'avait conviée pour une discussion urgente. Sa robe de laine grise, alourdie par l'humidité, collait à sa peau et son chapeau de feutre dégoulinait comme une couronne de misère. La broche en cornaline, épinglée à son corsage, pesait contre sa poitrine, un talisman qui semblait maintenant maudire autant qu'il protégeait. Le fiacre qu'Armand avait envoyé la déposa devant la façade imposante, flanquée de colonnes ioniques et de fenêtres aux volets clos. Un valet en livrée trempée l'escorta à l'intérieur, où la chaleur du foyer contrastait avec le froid extérieur. Le salon, lambrissé de chênes sombres et orné de portraits ancestraux aux regards sévères, embaumait la cire d'abeille et le tabac hollandais. Armand se leva d'un fauteuil crapaud, son visage pâle, éclairé par les flammes dansantes. « Émilie, vous êtes arrivée à temps. La tempête nous enferme ici pour la nuit. Les routes sont impraticables. » Sa voix, habituellement assurée, trahissait une urgence contenue. Elle hocha la tête, le cœur serré. Être confinée avec lui, dans ce bastion d'opulence, frisait l'impropriété, un scandale supplémentaire pour les commères de Lyon. Mais refuser aurait signifié affronter seuls les rues déchaînées. Ils s'installèrent près de la cheminée, un plateau de thé fumant entre eux. Dehors, le vent mugissait contre les vitres, isolant le monde comme un cocon forcé. Armand versa le liquide ambré dans des tasses de porcelaine fine, ses mains gantées tremblant légèrement. Ce journal, Lafayette en est l'instigateur. Il veut saper notre alliance avant qu'elle ne prenne racine. Émilie but une gorgée, sentant la chaleur se diffuser en elle. Pour la première fois, loin des regards scrutateurs, une intimité naissait, imposée par la tourmente. Elle osa lever les yeux vers lui. « Pourquoi persister, Armand? Ma présence vous coûte déjà tant. Les rumeurs me dépeignent comme une intrigante, une laide qui chasse l'or Rothschild. » Il secoua la tête, posant sa tasse avec un cliquetis doux. « Ne croyez pas ces venins. Laissez-moi vous montrer qui je suis vraiment au-delà du nom. » Il se leva, traversa la pièce jusqu'à un secrétaire de marqueterie et en tira un objet enveloppé de velours usé, un violon ancien au bois patiné par les ans, hérité de son grand-père séfarade, un marchand de soie qui avait fui les persécutions pour s'établir à Lyon. « Jouez avec moi, Émilie, la musique révèle ce que les mots cachent. » Elle hésita, ses doigts effleurant les cordes. Elle avait appris, enfant, dans les ateliers des Canutes, où les ouvriers chantaient pour oublier la faim. Armand entonna une mélodie lente, une air juif mélancolique teinté de folklore lyonnais, et elle joignit son archet au sien. Les notes s'entremêlèrent, fragiles d'abord, puis harmonieuses, comme deux âmes se cherchant dans la tempête. Au milieu de la pièce, sous le regard bienveillant d'un portrait de femme aux yeux tristes, la mère d'Armand, disparue trop tôt, ils s'arrêtèrent. Le violon reposa sur les genoux d'Émilie, et le silence s'installa, chargé d'émotions nues. Armand s'assit près d'elle, plus proche que les convenances ne l'autorisaient, mais la nuit dehors effaçait les règles. Mon veuvage n'était pas un deuil d'amour, avoua-t-il, la voix brisée. Mon épouse, choisie par mon oncle pour sceller une alliance bancaire, était une cage dorée. Elle est morte d'une fièvre, emportant notre enfant à naître. Je porte la culpa de l'avoir laissée seule dans ce mariage sans joie, prisonnière des devoirs Rothschild. L'or pèse, Émilie, mais il ne guérit pas les blessures. Ses yeux sombres, voilés de larmes contenues, humanisaient l'héritier distant. Pour la première fois, il n'était plus le prince inaccessible, mais un homme brisé par le luto et le devoir familial, forcé à des unions froides pour perpétuer l'empire. Émilie sentit son propre passé remonter, comme une marée intérieure. Elle toucha sa cicatrice du bout des doigts, ce sillon fin sur sa joue gauche.
Ma chute d'enfance. Lors d'une crue du Rhône, mon père Tisserand m'a sauvé, mais il a glissé à son tour. Il s'est noyé sous mes yeux pour une dette qu'il ne pouvait payer. Mère et moi, nous luttons depuis, relégués aux marges de cette ville de soie. Les moqueries sur mon visage. Elles sont le miroir de notre ruine. J'ai appris à me cacher, à rêver seul dans les livres. Les mots coulèrent, libérés par la confidence forcée de la Tormenta. Armand prit sa main, un geste doux, sans passion charnelle, juste une étreinte qui réchauffait l'âme. Votre force est belle, Émilie. Ensemble, nous guérirons ces féridas. Une promesse tacite plana. Non un serment d'amour fougueux, mais un pacte de confiance, changeant la température entre eux d'une froide alliance à une chaleur naissante, presque fraternelle. La nuit avança, rythmée par les craquements du bois dans l'âtre. Ils parlèrent encore, de rêves d'enfance, lui galopant dans les vignes bordelaises, elle lisant à la lueur d'une bougie dans les mansardes humides. La confiance se forgeait, couche par couche, sans hâte ni outrance. Pourtant, au petit matin, alors que la pluie s'apaisait en une bruine fine, un signe du antagoniste brisa l'illusion. Un messager, trempé jusqu'aux os, frappa à la porte principale. Il remit à Armand une lettre cachetée d'un sceau de cire noire, ornée d'un lys stylisé, l'emblème des Lafayette. De la part du comte, monsieur. Il vous somme de rompre cette union indigne, sous peine de révéler des irrégularité dans les comptes de vos filatures lyonnaises. Armand blêmit, froissant le papier. Lafayette bougeait. Un espion avait dû les surveiller, notant leur confinement, tordant l'intimité en scandale potentiel. Émilie se leva, le cœur alourdi. Il ne s'arrêtera pas. Armand hocha la tête, rangeant le violon avec soin. Non, mais nous non plus. Ils se séparèrent à l'aube, le fiacre les emmenant vers des chemins séparés, mais unis dans l'esprit. En rentrant chez elle, Émilie trouva un nouveau billet anonyme sur le seuil, glissé par une main invisible. La tormenta passe, mais le poison reste. Lafayette sait tout. La marée émotionnelle retomba, remplacée par un froid dread. Quelle confidence avait-il partagée en vain? Et si cette nuit d'intimité n'était que le prélude à une trahison plus profonde? Les semaines suivantes, Lyon sembla retenir son souffle sous un ciel d'hiver précoce, où les flocons de neige effleuraient les toits en tuiles comme des avertissements chuchotés. Émilie Moreau marchait d'un pas pressé le long des quais du Rhône, son manteau de laine usé serré contre elle pour contrer le vent mordant. La broche en cornaline, cadeau d'Armand, pesait contre sa poitrine. Un rappel constant de cette nuit d'intimité forcée par la tempête. Pourtant, l'euphorie de leur confidence s'effritait déjà, rongée par les rumeurs qui gonflaient comme une marée montante. Les commères des marchés, ces femmes aux châles colorés et aux paniers débordant de légumes, la montraient du doigt. La promise Rothschild, une aventurière des bas-fonds. Les mots laissaient des traces, invisibles mais cuisantes, comme des égratignures sur sa peau déjà marquée par la cicatrice. Armand avait promis de la protéger, mais les affaires l'absorbaient, des réunions dans les bureaux lambrissés de la place Bellecour, où les banquiers discutaient prêts et soieries sous les lustres de cristal. Il lui écrivait des billets discrets portés par des valets fidèles. « Tenez bon, Émilie, notre alliance triomphera. » Elle voulait y croire, mais le doute s'insinuait, alimenté par les lettres anonymes qui s'accumulaient sur la table de la cuisine. Madame Moreau, les traits tirés par l'insomnie, les brûlait une à une dans l'âtre. « Ne les lis pas, ma fille, ce sont des poisons des envieux. » Mais Émilie les lisait, et chaque mot renforçait son isolement croissant. Les invitations au thé s'étaient raréfiées. Les portes des salons d'aînés se fermaient poliment, sous prétexte de circonstances imprévues. Puis, l'attaque frontale vint, brutale comme un coup de fouet. C'était un après-midi gris, 3 jours avant Noël, quand un crieur de rue traversa le vieux Lyon, sa voix rauque portant un supplément au progrès de Lyon. Émilie l'entendit depuis la fenêtre de l'appartement, son cœur se serrant. Elle descendit en hâte, achetant un exemplaire froissé pour 3 sous. Les gros titres hurlaient « Scandale chez les Rothschild, dettes cachées et union frauduleuse ». L'article, signé d'un pseudonyme, dépeignait les Moreau comme des escrocs endurcis, accusant Émilie d'avoir piégé Armand pour effacer les dettes familiales par un mariage de convenance. Pire,
Il révélait des preuves, des factures falsifiées, des rumeurs sur le père noyé comme un suicide pour fraude. Le comte Bertrand de Lafayette avait frappé, utilisant ses connexions dans la presse locale pour saboter l'alliance. Ses filatures en déclin en dépendaient. Une union Rothschild-Moreau menaçait ses plans d'expansion, et il n'hésitait pas à salir pour survivre. Émilie rentra, les mains tremblantes, et montra le journal à sa mère. Madame Moreau blêmit, s'effondrant sur une chaise de bois. « C'est la ruine. Les créanciers viendront, et nous perdrons tout. » Les conséquences furent tangibles, immédiates. Le soir même, un huissier frappa à la porte, mandaté par un banquier influent lié à Lafayette. « Mademoiselle Moreau, ces allégations exigent une clarification. Les prêts familiaux sont gelés jusqu'à enquête. Perte d'appui financier, les dettes, déjà écrasantes, se muèrent en menaces légales avec des saisies imminentes sur leur maigre mobilier. » Émilie courut chez Armand, ignorant l'étiquette, ses bottines claquant sur les pavés gelés. Le valet la fit entrer dans le salon, où Armand lisait le même article près du feu, son visage durci par la fureur contenue. « Armand, c'est Lafayette. Il nous détruit publiquement. » Il se leva, la prenant par les épaules, un geste protecteur, mais teinté de doute. « Je le sais, mon oncle Alphonse exige que je rompe. »« Pas de scandale pour le nom, dit-il. Les investisseurs se retirent déjà des partenariats lyonnais. La confiance, si fraîchement forgée lors de la tempête, se fissurait. Émilie sentit l'équilibre rompre. Leur projet d'alliance, ce pont fragile entre leurs mondes, vacillait sous les assauts. Elle plaida, les yeux brillants. « Ne l'écoutez pas, nous pouvons prouver l'innocence. » Mais Armand hésita. Son devoir familial l'enserrant comme des chaînes. « Votre réputation, la mienne, tout est entaché. Lafayette a des témoins, des documents forgés, mais convaincants. » La chute de Status frappa Émilie de plein fouet. Le lendemain, lors d'une messe à la primatiale Saint-Jean, les fidèles, ces bourgeois en habit du dimanche, l'isolèrent d'un mur de dos tourné. Une vieille connaissance, une dame en manteau de fourrure, murmura assez fort « Éloignez-vous, mademoiselle, nous ne frayons pas avec les fraudeuses. » L'isolement était total, plus d'invitations, plus de regards complices, seulement des portes closes et des lettres de créanciers. Madame Moreau, brisée, confina Émilie à l'appartement. « Reste ici, jusqu'à ce que la tempête passe, où nous sombrerons toutes deux. » Le moment sans retour survint ce soir-là, dans l'ombre du salon Rothschild. Armand arriva, escorté d'un notaire aux lunettes pincées. « Émilie, mon oncle impose un ultimatum, rompre formellement ou il coupe les fonds pour les filatures. Lafayette a menacé de révéler des secrets familiaux, des dettes anciennes de mon père, tordues en crime. » Elle recula le cœur en lambeaux. « Et nous, notre confiance ?» Il baissa les yeux, la voix rauque. « Je dois partir pour Paris demain, réfléchir seul. » La séparation fut émotionnelle, un exil forcé. Armand s'éloigna, laissant Émilie dans le froid du vestibule, la broche en cornaline comme un poids mort. Plus de retour au début, l'action irréversible, cette attaque publique, avait scellé leur destin, transformant l'espoir en abîme. Dehors, la neige tombait plus drue, effaçant les traces de pas. Émilie rentra seule, ignorant que Lafayette, depuis son hôtel des Brotteaux, souriait dans l'ombre, un verre de cognac à la main. La petite ombre est brisée. Bientôt, les Rothschild plieront. Mais au fond d'elle, Émilie serrait les poings. L'ultimato social pesait, mais une rage naissante l'animait. Combien de temps avant que l'exil d'Armand ne devienne une trahison définitive? Et si la prochaine ombre engloutissait tout Lyon? Les flocons de neige avaient fondu en une boue grise sur les pavés du vieux Lyon, mais le froid persistait, s'insinuant dans les os d'Émilie Moreau comme un doute implacable. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Armand pour Paris, un exil imposé par les ombres de la famille et les assauts de Lafayette. L'appartement des Moreau, avec ses murs suintants et son foyer qui crachotait plus qu'il ne réchauffait, semblait rétréci, oppressant. Madame Moreau, voûtée par l'angoisse, passait ses journées à repriser des châles pour des clientes indifférentes, ses doigts noueux tremblant sur l'aiguille. « Il reviendra, ma fille.
Ou ces Rothschild nous abandonnent-ils comme des chiffons usés? Émilie ne répondait pas. Elle serrait la broche en cornaline contre son cœur, ce talisman qui avait consolé lors de la tempête, mais qui maintenant accusait un lien brisé par la distance et les mensonges. Pourtant, au milieu de cet isolement, une lueur perça. Un matin pâle, alors que les cloches de Saint-Jean sonnaient 8 heures, un paquet anonyme arriva par porteur. Enveloppé de papier brun, scellé d'une cire neutre, il contenait un dossier ficelé, des lettres jaunies, un livre de comptes relié en cuir craquelé et un portrait miniature sur ivoire. Émilie l'ouvrit dans la pénombre de sa chambre, le cœur battant. Les lettres, tracées d'une main féminine élégante, dataient de 10 ans. Mon cher frère, les dettes de Lafayette ne sont pas celles d'un honnête homme. Il a saboté les filatures des canutes pour racheter à bas prix, falsifiant les registres pour accuser les ouvriers de vol. Signé, une certaine Madame de Vigny, sœur du père d'Armand, décédée dans l'ombre d'un scandale étouffé. Le livre de comptes révélait le complot. Des entrées truquées, montrant comment Lafayette, endetté jusqu'au cou par ses ambitions textiles, avait manipulé les prêts Rothschild pour ses usines en déclin. Le portrait, celui d'une jeune femme aux traits fins, portant la broche en cornaline, la mère d'Armand, qui avait soupçonné Lafayette d'avoir causé la ruine de son mari par une trahison financière. Émilie relut les pages, les yeux écarquillés. La vérité structurale se dressait, non pas une simple jalousie, mais un complot ourdi depuis des lustres où Lafayette visait l'empire Rothschild pour masquer ses fraudes. Les dettes des Moreau, un prétexte, gonflé par ses espions pour justifier l'attaque. Il nous a tous piégés, murmura-t-elle, un feu naissant dans sa poitrine. Cette découverte, fruit d'un allié anonyme, peut-être un notaire repentant ou une servante loyale, changeait tout. Lafayette n'était plus un rival envieux. C'était un serpent, un destructeur de vie pour son gain. Le pic d'espoir surgit comme un rayon. Émilie prit sa plume. Assise à la table bancale, sous la lumière filtrée d'une fenêtre au carreau givré, elle rédigea une lettre publique. Pas un cri de détresse, mais un appel mesuré, adressé aux journaux et aux salons influents. Mesdames et messieurs de Lyon, la soie de notre ville est tissée de vérité autant que de fils. Les allégations contre ma famille sont des ombres projetées par un homme qui fuit ses propres dettes. Elle joignit des extraits du dossier, anonymisés pour protéger la source, et scella l'ensemble. Le lendemain, elle l'envoya par coursier à 3 rédactions, Le Progrès, L'Écho de Lyon, et même un libelle modeste des Canutes. C'était son agency, une initiative sociale, un pas proactif qui altérait la perception. Plus la victime passive, elle devenait une voix, une femme assumant le combat dans l'arène publique. Les réponses fusèrent, d'abord timides. Un article parut dans l'Écho. La promise Rothschild dénonce un complot financier. Les murmures des marchés changèrent de ton. Les commères, ces gardiennes des ragots, hésitaient maintenant. Et si la laide avait raison? Lafayette, ce renard. Émilie sentit un élan. Elle visita les ateliers des Canutes, ces tisserands aux mains calleuses et aux yeux lasses, dans les pentes escarpées de la Croix-Rousse. Vêtue de sa robe grise simple, un châle sur les épaules, elle parla aux ouvrières, montrant les pages du livre de comptes. « Il vous a volé, comme il nous vole à tous. » Une témoignage émergea. Une fileuse âgée, aux cheveux blancs noués en tresses, avoua « Lafayette a brûlé nos métiers pour baisser les prix. J'ai vu ces hommes. » La preuve s'accumulait, un diaporama de trahison. Mais chaque avance appelait un val de danger. Lafayette riposta vite, furieux. Un soir, alors qu'Émilie rentrait d'une réunion secrète avec les Canutes, un fiacre noir s'arrêta brutalement. 2 hommes en manteau sombre l'encerclèrent, leurs visages masqués par des écharpes. « Le comte vous salue, mademoiselle. Cessez ou votre mère paiera. » Ils la poussèrent contre un mur, arrachant la broche qui tomba dans la boue. Émilie se débattit, griffant un poignet, et hurla jusqu'à ce qu'un passant intervienne. Blessée mais entière, elle rentra, le sang coulant d'une lèvre fendue. Madame Moreau pleura, bandant la plaie. « C'est trop, Émilie, il vous tuera !» Le danger escaladait, le public indigné contre ce vilain qui osait la violence.
mais la peur grandissait. Pourtant, l'espoir rebondit. Une lettre d'Armand arriva enfin, postée de Paris. « Émilie, votre courage m'a éveillé. Ma froideur n'était pas rejet, mais culpabilité. J'ai hérité des dettes de mon père, liées à Lafayette, et craignais de vous entraîner dans l'abîme. C'est preuve. Elle libère. Je reviens. » Réencadré, il n'était plus distant par indifférence, mais par un devoir familial écrasant. Une faute qu'il expiait. La reapproche fut contenue, pas de passion dévorante, mais une confiance renouvelée. Il débarqua à Lyon par le train de nuit, se présentant chez les Moreau à l'aube, pâle et déterminé. « Pardonnez-moi, ensemble, nous le vaincrons. » Leurs mains se joignirent, un pacte silencieux plus fort que les flammes du foyer. Lafayette, sentant le vent tourner, envoya un émissaire. Un avocat aux lunettes froides, sommant Émilie de rétracter sous menace de poursuite pour diffamation. « Le comte ruinera les Rothschild si vous persistez. » Le val de danger culmina, le public bouillonnant d'indignation contre ce tyran masqué. Mais Émilie refusa, sa voix publique grandissant. Les canuts murmurèrent son nom comme une héroïne. Les salons hésitèrent à condamner. Bientôt, une convocation arriva, l'Assemblée des tisserands et banquiers, au Palais du Commerce pour un débat public sur les fraudes. « Venez, Émilie, c'est le moment décisif. » Armand l'escorta, son bras un rempart. Mais dans l'ombre, Lafayette affûtait ses armes. Quelle révélation attendrait sous les lustres de l'Assemblée? Le piège final se resserrait. Le Palais du Commerce de Lyon, ce bastion de la soie et des fortunes tissées, bourdonnait d'une tension palpable sous les lustres de cristal qui diffusaient une lumière dorée comme un miel empoisonné. C'était une soirée d'hiver rigoureuse, en décembre 1892, et l'Assemblée des tisserands, banquiers et notables, s'était réunie dans la grande salle aux colonnes de marbre veinées, ornées de tapisseries aux motifs de métiers à tisser. L'air embaumait le bois ciré, le tabac et une sueur d'appréhension. Émilie Moreau entra au bras d'Armand de Rothschild, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Sa robe de taffetas vert sombre, ajustée sans excès, soulignait sa silhouette fine. La broche en cornaline scintillait à son corsage, talisman reconquis après l'agression. Armand, en frac noir impeccable, serrait son bras avec une fermeté protectrice. « Restez près de moi », murmura-t-il, ses yeux sombres balayant la foule. Les murmures s'élevèrent dès leur arrivée. La Moreau et le Rothschild, malgré tout. La salle, longue comme une nef, abritait 200 âmes, des canuts aux mains calleuses en veste de laine, des banquiers en redingote grise, des veuves au châle de cachemire. Au centre, une estrade surélevée dominait, flanquée de pupitres de chêne. Le modérateur, un notable aux favoris blancs, frappa un maillet pour imposer le silence. « Ce soir, nous débattons des fraudes qui gangrènent nos filatures. Messieurs, mesdames, la parole est au comte Bertrand de Lafayette. » Le comte s'avança, son pas mesuré claquant sur le parquet ciré. Âgé de 45 ans, le visage anguleux encadré d'une moustache cirée, vêtu d'un habit de velours noir, il exsudait une assurance venimeuse. Ses yeux, froids comme l'acier des métiers, se posèrent sur Émilie avec un rictus. « Chers collègues, les dettes des Moreau ne sont que la pointe de l'iceberg. Cette union avec M. de Rothschild masque une fraude plus vaste, des prêts détournés, des comptes falsifiés pour favoriser des intrus. » La foule retint son souffle. Lafayette leva un dossier épais, relié en cuir rouge, et en tira une liasse de papier jauni. Sabotage final, des factures truquées, signées au nom des Moreau, et une lettre forgée, imitant l'écriture d'Armand. Voyez, une missive où M. de Rothschild avoue avoir arrangé les dettes pour un gain personnel. Et voici une témoin, Madame Duval, qui jure avoir vu Émilie Moreau comploter dans les ombres d'aînés. Madame Duval, l'hôtesse des thés, monta sur l'estrade, son visage poudré pâle, sa robe de faille violette tremblant légèrement. Achetée par Lafayette, un collier de perles en échange de son silence brisé, elle balbutia « Oui, j'ai entendu des murmures sur des fraudes.
La demoiselle Moreau cherchait l'or, pas l'honneur. Les murmures enflèrent, des regards accusateurs se tournant vers Émilie. Elle sentit le sol vaciller, l'humiliation publique la submergeant comme une crue du Rhône. Armand serra son poing, mais elle posa une main sur la sienne. « Attendez !» Le contre-attaque fut intelligent, ciselé comme une lame de soie. Émilie se leva, sa voix claire perçant le tumulte. « Messieurs, mesdames, écoutez la vérité avant le venin. » Elle gravit l'estrade d'un pas ferme, ignorant les sifflets isolés. Dans son sac de velours, elle portait le dossier anonyme, complété par les témoignages des Canutes. Ce dossier de Lafayette, une fabrication, regardez ces sceaux, mal alignés, encre fraîche, et Madame Duval. Elle se tourna vers la veuve, qui baissa les yeux. « Votre collier brille, madame, mais votre parole s'effrite. J'ai des preuves vraies. » Elle déploya le livre de comptes, projetant les pages sous les lustres. Lafayette a saboté les ateliers des Canutes en 1885, falsifiant des vols pour racheter à vil prix. Voici les entrées, ses signatures cachées sous des pseudonymes. Un Canute, un homme trapu aux mains noueuses nommé Pierre, se leva d'un bond. Témoin clé recruté par Émilie lors de ses visites aux pentes, il brandit un registre usé. « J'ai travaillé pour lui. Il a incendié nos métiers, accusant les ouvriers. J'ai gardé cela par peur. » La foule gronda, l'indignation montant. Puis une autre voix. Un banquier, allié discret d'Armand, avoua. Les prêts Rothschild. Lafayette les a détournés pour ses filatures en faillite. J'ai les bordereaux. Stratégie sociale. Émilie ne hurlait pas, elle exposait, calmement, reliant les fils, dettes des Moreau gonflées pour masquer les siennes, complot contre les Rothschild pour un partenariat forcé. Armand monta à son tour, sa voix grave amplifiant. « Ma famille n'est pas dupe. Lafayette, votre chute est votre propre toile. » Le climax social explosa. Lafayette blêmit, son dossier tombant de ses mains tremblantes. Mensonge, ces Canutes sont des menteurs payés. Mais la communauté bascula. Les banquiers se levèrent, un par un, leurs murmures devenant un tonnerre. Honte à Lafayette. Une veuve, autrefois complice, cracha. Il a ruiné ma sœur pour une usine. Émilie, de l'humilier aux traits irréguliers, devint respectée. Des applaudissements éclatèrent, des mains se tendant vers elle. « Bravo, mademoiselle Moreau, vous avez sauvé la soie de Lyon. » Lafayette, isolé, recula vers la sortie, son visage tordu en un masque de défaite. Un huissier, alerté, le somma. « Comte, une enquête immédiate, vos comptes seront saisis. » La victoire fut cathartique. Un pic d'euphoria balayant la salle, rire nerveux, embrassade parmi les Canutes, regards admiratifs sur Émilie. Elle avait choisi l'honneur public, définissant le couple comme des alliés intègres, non des proies. Le silence tomba après la tempête, la foule se dispersant en un murmure apaisé. Armand et Émilie restèrent sur l'estrade, seuls sous les lustres mourants. Il prit sa main, un geste intime, tacite. « Vous êtes mon phare, Émilie, pour toujours. » Elle sourit, les yeux humides, un engagement scellé sans mots, un futur partagé, loin des ombres. Dehors, la neige recommençait à tomber, lavant Lyon de ses poisons. Mais une lettre, glissée dans la poche d'Armand par un valet, attendait une invitation de Paris pour un nouveau chapitre. Quels horizons ouvrait-il maintenant? Les jours qui suivirent l'assemblée au palais du commerce s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la crue, emportant les scories du scandale dans les eaux troubles du Rhône. Lyon, enveloppé d'un manteau hivernal scintillant, bruissait de conversations nouvelles, non plus de ragots venimeux, mais d'une admiration contenue pour Émilie Moreau, la femme aux traits irréguliers qui avait osé défier les ombres. Les journaux, d'abord prudents, publièrent des articles élogieux. Le Progrès titra « La vérité triomphe », Lafayette démasqué. Les Canutes, ces tisserands aux mains usées, levaient leurs verres dans les cabarets des pentes de la Croix-Rousse, toast à la sauveuse de la soie. Émilie rentra chez elle ce soir-là, escortée par Armand, le cœur gonflé d'un mélange d'épuisement et de triomphe. Madame Moreau l'attendait, les yeux rougis par les larmes, un châle de laine sur les épaules. « Ma fille, tu as ramené l'honneur. » Elles s'étreignirent, le foyer crépitant comme un applaudissement discret. Les fils légaux se nouèrent vite, tissés par la justice bourgeoise de Lyon.
Le lendemain, un juge aux lunettes cerclées d'or, assisté de notaires en habits sombres, convoqua Lafayette à l'hôtel de ville. Le comte arriva, le visage blafard, flanqué d'un avocat nerveux qui balbutiait des défenses fragiles. Les preuves, le livre de comptes, les témoignages des canutes, les bordereaux détournés, s'empilèrent sur le bureau de chêne comme une montagne inattaquable. « Monsieur le comte, vos fraudes sont avérées », déclara le juge d'une voix ferme, frappant un maillet d'ivoire. « Détournement de prêts Rothschild, sabotage des ateliers, calomnie payée. Vous perdez vos droits sur les filatures, exil volontaire en province, sous surveillance. » Lafayette, les poings serrés, balaya les papiers d'un geste rageur. « C'est cette gamine qui m'a ruiné. » Mais le huissier l'escorta dehors, vers un fiacre qui l'emmènerait loin de Lyon, vers une retraite forcée à Marseille où ses ambitions pourriraient comme des soieries moisies. Sa chute fut publique. Les salons d'aînés fermèrent leurs portes. Ses anciens alliés, ses banquiers au ventre rebondi, se détournèrent, murmurant « Il a payé pour son orgueil ». Madame Duval, la témoin achetée, rendit son collier de perles et se retira dans une abbaye repentante, ses témondins changés en prières solitaires. Pour les Moreau, les dettes s'effacèrent comme par magie. Armand, de retour de Paris avec l'aval de son oncle Alphonse, un baron aux cheveux blancs qui avait lu l'épreuve avec un hochement approbateur, régla les comptes familiaux. Un notaire scella l'acte. Les créanciers, impressionnés par l'alliance naissante, annulèrent les saisies. Madame Moreau, transformée, releva la tête. Ses rides s'adoucirent, et elle osa porter une robe de serge neuve, teinte en bleu clair. « Nous renaissons, Émilie. » Les coadjuvants trouvèrent leur place. Pierre le Canute devint contremaître dans une filature rachetée par les Rothschild, récompensé par un salaire stable et une maison au Brotteaux. Les banquiers neutres, jadis indifférents, se repositionnèrent. Invitations affluèrent aux Moreau, non par pitié, mais par respect pour la femme de fer qui avait sauvé l'industrie lyonnaise. Le lien entre Émilie et Armand se scella par choix libre, une alliance d'âmes égales, loin des chaînes des convenances. Une semaine plus tard, au printemps naissant de 1893, ils se rencontrèrent dans le parc de la Tête d'Or, là où tout avait basculé. Les cerisiers fleurissaient, pétales roses dansant dans la brise tiède. Armand, vêtu d'un paletot gris perle, s'agenouilla non pour une demande forcée, mais pour offrir un anneau simple, un cercle d'or pur, sans pierre ni histoire toxique, forgé par un orfèvre lyonnais. « Émilie, non pour l'or ou les noms, mais pour l'âme que vous m'avez rendue, voulez-vous m'épouser comme égale ?» Elle prit l'anneau, ses yeux verts brillants, et glissa une bague assortie à son doigt, un présent modeste, acheté avec ses premiers gains d'une leçon de musique donnée aux filles des Canutes. « Oui, Armand, pour nous, pour Lyon. » Pas de baiser passionné sous les regards, mais un effleurement de main, un regard prolongé qui valait tous les serments. Leur transformation rayonnait. Émilie, jadis ombre fuyante, parlait maintenant avec une voix assurée, pleine de compassion pour les oubliés. Armand, libéré de la culpabilité, menait avec leadership, investissant dans des ateliers équitables. Le legs naquit de cette union, une école pour les filles des tisserands, et fondée dans les pentes de la Croix-Rousse. Émilie en posa la première pierre, un bâtiment de briques rouges aux fenêtres hautes, où les enfants apprendraient non seulement la lecture, mais les métiers de la soie, sans la misère, pour que plus aucune ne soit une ombre, déclara-t-elle lors de l'inauguration, sa cicatrice désormais un badge d'honneur, poudré mais assumé. Armand finança, mais elle dirigea cours de musique, de calcul et d'étiquette sans chaîne. Le nouveau équilibre s'installa. Les Moreau emménagèrent dans une maison modeste près du parc, avec jardin et vue sur la Saône. Madame Moreau y cultiva des roses, symbole de renaissance. Les Rothschild intégrèrent Émilie comme conseillère, sa connaissance des bas-fonds enrichissant leurs affaires. L'image finale se grava un soir d'été, sous un ciel crépusculaire. Émilie et Armand, mariés depuis 3 mois, marchaient dans les allées de l'école naissante. Les enfants riaient au loin, tissant leurs premiers fils. Il l'embrassa alors, un baiser doux par amour pur.
lèvres effleurant comme une promesse. Devant eux s'étendait l'horizon, vignes verdoyantes, flots du Rhône miroitant. Le legs vivait. Une plaque sur le portail disait « École Émilie Moreau, pour les âmes qui osent ». Mais une lettre attendait sur le bureau d'Armand, cacheté de Paris. Une invitation à une exposition universelle, un nouveau fil à tisser. Quel avenir ouvrait-il ? 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable de décembre 1892, où les lustres du Palais du Commerce avaient illuminé la chute de Lafayette et l'ascension d'Émilie Moreau. Lyon, fidèle à son cœur de soie, avait changé sous les vents du nouveau siècle. Les fumées des filatures s'élevaient plus hautes, mêlées aux premiers grondements des automobiles qui remplaçaient les fiacres sur les quais du Rhône. La ville, toujours fière de ses traboules secrètes et de ses collines couronnées d'ateliers, portait les cicatrices et les triomphes de cette époque. Mais pour Émilie, désormais Madame de Rothschild, le temps avait tissé un manteau plus doux, brodé de souvenirs et de joies conquises. C'était un après-midi d'automne 1903, sous un ciel voilé de nuages légers qui filtraient la lumière dorée sur le parc de la Tête d'Or. Émilie marchait d'un pas mesuré le long des allées bordées de châtaigniers centenaires, ses bottines de cuir souple foulant les feuilles roussies. À 42 ans, elle n'était plus l'ombre fuyante du vieux lion. Sa robe de lainage bleu nuit, écoupée dans un style plus fluide que les crinolines d'antan, soulignait une silhouette affinée par les années et la maternité. La cicatrice sur sa joue gauche, autrefois source de moquerie, s'était estompée en une ligne discrète, comme un fil d'argent dans un tissu précieux. Ses cheveux châtains, parsemés de quelques fils blancs, étaient relevés en un chignon souple, orné d'un simple peigne d'écaille. À son corsage, la broche en cornaline scintillait toujours, témoin fidèle de cette nuit de tempête qui avait scellé son destin. À ses côtés avançait Armand, son mari depuis une décennie, sa main gantée effleurant la sienne avec cette tendresse contenue qui les unissait. À 38 ans, il avait pris des rides au coin des yeux, creusés par les responsabilités de l'empire familial, mais son regard sombre conservait cette intensité qui l'avait captivé jadis. Vêtu d'un paletot gris anthracite et d'un pantalon à fines rayures, il portait une canne d'ébène, non pour l'appui, mais comme un accessoire élégant, souvenir de ses voyages d'affaires à Paris et à Londres. « Regardez-les, Émilie » murmura-t-il, un sourire adoucissant ses traits aristocratiques. Devant eux, 2 enfants couraient parmi les paons aux plumes irisées. Leur fils aîné, Lucien, âgé de 8 ans, aux boucles brunes et aux yeux verts hérités de sa mère, ramassait des châtaignes avec une ardeur contagieuse. À ses côtés, la petite Geneviève, 5 ans, riait en essayant d'attraper une feuille volante, ses nattes blondes dansant comme des rubans. Le mariage, célébré en une cérémonie discrète à la primatiale Saint-Jean en 1893, avait fleuri en un amour résistant, forgé non par les passions tumultueuses, mais par une confiance profonde, éprouvée par les épreuves. Il s'était installé dans une villa au Brotteaux, un havre de pierre claire et de jardins clos, où la Saône murmurait au loin comme un gardien bienveillant. Armand avait tenu sa promesse. Les dettes familiales effacées, il avait investi dans des filatures équitables, employant les canutes avec des salaires décents et des horaires humains. Émilie, de son côté, avait fait de l'école des filles un phare. Bâtie sur les pentes de la Croix-Rousse, l'institution comptait désormais une centaine d'élèves, apprenant la lecture, la musique et les secrets de la soie, sans la ombre de la misère. Pour que plus aucune ne soit invisible, répétait-elle souvent, sa voix assurée résonnant dans les salles aux murs peints de motifs floraux. Les changements familiaux s'étaient tissés patiemment. Madame Moreau, sa mère, vivait avec eux depuis 5 ans, après la mort paisible de son veuvage prolongé. À 75 ans, elle trônait dans un fauteuil près de la fenêtre de la nursery, brodant des dentelles pour les robes des petites filles, ses yeux clairs brillant d'une fierté qu'elle n'avait osé rêver. « Tu as transformé notre gris en or, ma fille », lui confiait-elle lors de ces après-midi calmes, le chapelet remplacé par un livre de poésie.
Lucien et Geneviève, fruits de cet amour tardif mais fervent, incarnaient leur legs. Le garçon, curieux et vif, posait déjà des questions sur les ateliers. La fillette, avec son sourire espiègle, tirait les cordes du violon hérité, rappelant cette nuit de musique sous la tempête. Mais le temps avait aussi exigé son tribut. Lafayette, exilé à Marseille, avait payé le prix fort pour ses ambitions voraces. Les rumeurs parlaient d'une vie misérable. Ses filatures saisies, il végétait dans une pension modeste, rongé par l'amertume, évitant les regards lyonnais lors de rares voyages. Un journal avait rapporté sa mort 2 ans plus tôt, solitaire, sans héritier, une fin anonyme, comme un fil rompu dans une toile inachevée. Madame Duval, la veuve repentante, s'était retirée dans un couvent des bords du Rhône, priant pour l'absolution, ses tés mondains changés en silence austère. Pierre Le Canuet, récompensé par un poste de maître tisserand, avait prospéré. Marié, père de 3 enfants, il dirigeait une section de l'école, enseignant aux garçons les métiers sans les chaînes de la faim. Les banquiers jadis neutres, eux comme M. Lefebvre, avaient pivoté. Alliés des Rothschild, ils finançaient désormais des œuvres sociales, leur salon ouvert à Émilie comme à une égale. Assis sur un banc de pierre moussue, Armand et Émilie observaient leurs enfants, le silence entre eux chargé de nostalgie. « Souviens-toi de ce parc il y a 10 ans », souffla-t-il, sa voix grave comme un écho du passé. « Votre hésitation, ma proposition, et maintenant cette vie. » Elle posa sa tête sur son épaule, un geste rare en public, mais naturel dans leur intimité conquise. L'amour a résisté, Armand. Plus fort que les scandales, plus doux que l'or. Les enfants revinrent, essoufflés, tendant une poignée de châtaignes. Lucien demanda « Maman, raconte encore l'histoire de la tempête. » Émilie rit doucement, prenant Geneviève sur ses genoux. Une nuit où le vent a uni 2 âmes perdues, et depuis, nous tissons ensemble. Le soleil déclinait, peignant le lac du parc en teintes orangées. Au loin, les tours de la cathédrale se dressaient, sentinelles du temps. Émilie sentit une vague d'émotion la submerger. Gratitude pour ce chemin sinueux, nostalgie pour les ombres vaincues, joie pour les fils nouveaux. Armand serra sa main et ils se levèrent, rentrant vers la villa où Madame Moreau les attendait avec un dîner simple, pot-au-feu et pain frais. La nuit tomba sur Lyon, enveloppant la ville d'un manteau étoilé. Leur histoire, gravée dans la soie de la mémoire, se poursuivait, un legs d'amour et de justice, éternel comme le Rhône, qui coulait inlassablement. Et dans le cœur d'Émilie, une certitude. Personne ne l'avait voulu autrefois, mais le destin capricieux avait écrit la plus belle des alliances. Ainsi s'achève l'histoire d'Émilie Moreau et d'Armand de Rothschild, un conte tissé dans les ombres et les lumières de la belle époque lyonnaise. Imaginez, chers auditeurs, cette jeune femme aux traits irréguliers, jadis reléguée aux marges de la société, se dressant contre les vents contraires pour revendiquer son destin. Ce récit nous enseigne des leçons précieuses, gravées comme des motifs dans la soie. La beauté véritable ne réside pas dans les miroirs flatteurs, mais dans la force de l'âme qui ose défier les jugements hâtifs. Émilie nous montre que l'apparence n'est qu'un voile et que derrière les cicatrices, physiques ou invisibles, se cache une lumière capable d'illuminer les plus sombres intrigues. Elle nous rappelle aussi que l'amour, quand il naît de la confiance et du respect mutuel, transcende les barrières des classes sociales et des ambitions cupides. Face à des antagonistes comme Lafayette, qui incarnent l'avidité destructrice, c'est le courage individuel qui triomphe, transformant les victimes en héroïnes et les scandales en legs durables. Pensez-y, dans un monde où les ragots et les dettes peuvent noyer les rêves, Émilie choisit l'action, la vérité et l'alliance sincère. Elle nous invite à questionner nos propres ombres, à valoriser l'intelligence et la résilience plutôt que les apparences superficielles. Et Armand, il nous démontre que même les héritiers des grandes dynasties peuvent trouver la rédemption en reconnaissant leurs faiblesses, en choisissant l'égalité plutôt que la domination.
Leur union, forgée dans l'adversité, prouve que les vraies victoires ne sont pas celles de l'or, mais celles qui élèvent les autres, comme cette école pour les filles des Canutes, un phare contre l'oubli. Cette histoire, inspirée des tourbillons de la Belle Époque, nous motive à embrasser nos propres batailles avec élégance et détermination. N'ayez pas peur des regards froids, ils ne définissent pas votre valeur. Soyez comme Émilie, audacieux, intègre et prêt à tisser un avenir plus juste. Si ce récit vous a touché, si les rebondissements vous ont tenu en haleine jusqu'au bout, je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous ressenti lors du climax à l'Assemblée? Quelles leçons retiendrez-vous pour votre vie? Et pour savoir qui a suivi cette épopée jusqu'à sa conclusion émouvante, écrivez le mot « soi » dans votre message, un clin d'œil à la ville de Lyon et à la résilience de ses habitants. Vos mots nous aident à propager ces contes inspirants et à bâtir une communauté passionnée. N'oubliez pas de vous abonner au canal pour ne rater aucune autre narration captivante de cette époque fastueuse, pleine d'intrigues romantiques et de triomphes inattendus. Cliquez sur la cloche pour les notifications et explorez les cartes en fin de vidéo. J'y ai sélectionné des histoires similaires, comme des romances lyonnaises ou des drames parisiens qui vous emporteront dans le tourbillon de la Belle Époque. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Votre engagement fait vivre ces légendes. À bientôt pour de nouvelles aventures tissées de cœur et d'histoire.